Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Zoom sur que nous consacrons cette semaine à l'actualité économique et financière. Ce soir, nous allons nous intéresser au forum sur la gestion des réserves de change organisé la semaine dernière par la Banque centrale de Mauritanie en partenariat avec la Banque mondiale et les banques centrales africaines. Quels sont les objectifs et les sujets abordés lors de cette rencontre? Pourquoi la gestion des réserves de management ou de fonds est-elle importante pour les banques centrales? Quels sont les défis rencontrés par ces institutions dans la gestion de leurs réserves? Quelles sont les réformes déjà entreprises par la Banque centrale de Mauritanie dans ce domaine et les résultats obtenus? Et quel est le rôle des réserves de change dans le renforcement de la crédibilité d'un pays et de sa monnaie? Autant de questions que nous aurions le plaisir de poser à nos honorables invités. La Banque centrale, je le rappelle, a commémoré le mois de juin dernier des réformes profondes qui ont permis, entre autres, la modernisation de ses outils de travail et la réhabilitation de son siège central, un ancien bâtiment qui date des années 60 du siècle dernier. À cet effet, nous recevons sur ce plateau M. Boune Mhamdi Kerkoub, directeur général des marchés de capitaux, M. Mohamed Ahmed Mamoun, directeur de la gestion des réserves extérieures, M. Siré Si, directeur du marché monétaire, et Mme Lala El directrice de la stratégie et de la promotion des moyens de paiement. Avant de continuer, je vous propose, pour vous rafraîchir la mémoire, de suivre ce reportage de Bokar Baylaba qui revient sur les temps forts de la cérémonie de lancement du forum le mardi passé. Ce forum de 3 jours vise à discuter de la problématique de la gestion des réserves de change qui contribue à soutenir les monnaies nationales en temps de crise. Tout cela sur fond de la diversification croissante des devises et de finances islamiques. Et à l'ouverture des travaux, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine Dahbi, a souligné que ce forum revêt d'une grande importance, car la plupart de ces sujets sont consacrés au problème de la gestion des réserves de change. Il a précisé que celle-ci contribue à soutenir les monnaies nationales en temps de crise en fournissant des rendements importants. Il a déclaré que la Banque centrale de Mauritanie a mené une série de réformes dans le domaine de la gestion des réserves de change, selon lesquelles un conseil d'investissement a été créé, les niveaux de sécurité renforcés et les outils d'investissement financier diversifiés. Selon lui, tout cela a permis d'obtenir des rendements exceptionnels, comme le montrent les indicateurs passant de 2,5 millions de dollars en 2021 à 24 millions de dollars en 2022. Il a annoncé que d'ici 2023, il pourrait atteindre 80 millions de dollars. Il a annoncé que cette année, il pourrait atteindre 80 millions de dollars. Pour la Banque mondiale, les réserves de change sont considérées comme un pilier fondamental pour renforcer la crédibilité financière de tout pays et de sa monnaie. La Banque mondiale travaille dans le cadre du programme RAMP avec plus de 70 institutions officielles à travers le monde. Les séminaires et ateliers régionaux comme celui organisé par la Banque centrale de la Mauritanie sont d'une grande valeur. Certains des défis auxquels chaque banque centrale est confrontée dans la gestion de ses réserves sont communs à travers le monde. D'autres encore sont plus locaux et ciblés, et la possibilité d'en discuter ouvertement avec vos pairs est l'une des principales valeurs ajoutées de cet atelier. La gestion des réserves est un sujet important, comme nous l'avons vu au fil des années, car une bonne gestion des réserves crée la stabilité économique. Nous voyons de plus en plus de banques centrales et d'autres institutions officielles intéressées à travailler avec nous sur la gestion des réserves et en général sur la gestion de l'argent public. En période d'incertitude,
les réserves sont une base essentielle pour renforcer la crédibilité d'un pays et de sa monnaie. L'agenda de cet atelier a été construit pour relever des défis et opportunités à la fois mondiaux et régionaux. Au niveau mondial, les intervenants tenteront de donner un bref aperçu des principales questions communes à tous les banquiers centraux du monde, en commençant demain matin pour les fondements de la gouvernance et l'allocation des actifs qui sont les principales bases d'un cadre solide de gestion des réserves. Mais il sera possible d'ouvrir le débat sur des thèmes plus avancés, comme l'influence croissante de l'intelligence artificielle dans la gestion des réserves et la tendance à une diversification croissante des devises. À noter que le forum a réuni un certain nombre de responsables du secteur et des représentants de la Banque mondiale pour soutenir les capacités et gérer les réserves extérieures, ainsi que les représentants des banques centrales africaines. Rebonsoir et merci à nos invités pour s'être déplacés et venir se prêter à nos questions. Et pour commencer, quel était, monsieur le directeur, l'objectif de cette rencontre qu'a organisée la Banque centrale la semaine passée en collaboration avec la Banque mondiale et les banques centrales africaines? Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien souligné dans votre reportage, la Banque centrale de Mauritanie a réalisé au cours des 2 dernières années, 2022-2023, des résultats exceptionnels en termes de rendement des réserves extérieures. Nous sommes membres d'un programme de la Banque mondiale qu'on appelle RAMP, et donc dans le cadre de ce programme, les pays membres doivent partager leur expérience. Donc ça a été une occasion pour nous de pouvoir organiser cet événement pour partager notre expérience avec les pays membres, c'est-à-dire essentiellement les pays de la région, les pays africains. Ça a été une occasion aussi pour renforcer pour nos capacités en termes de gestion des réserves extérieures. Nos équipes ont pu bénéficier d'experts de haut niveau que nous avons invités de la Banque mondiale et d'autres institutions pour partager avec eux notre expérience et pour pouvoir profiter de leur connaissances dans ce domaine. Cet événement a été aussi l'occasion pour la Banque centrale. Il a permis d'introduire d'autres thèmes qui ne font pas partie de la gestion des réserves extérieures. Dans ce séminaire, la BCM avait introduit la finance islamique et a réalisé des présentations sur la finance islamique, étant donné que c'est un thème qui intéresse la Banque centrale de Mauritanie et qui intéresse certaines banques de la région aussi. Nous avons soulevé aussi un problème qui inquiète la plupart des banques centrales africaines, qui est le problème de la compliance et les obstacles qui se dressent devant les banques centrales africaines et qui commencent à poser un problème pour les systèmes de paiement dans ces pays. Donc, ça a été une occasion pour la Banque centrale de partager son expérience avec les pays africains ici présents. Et puis, ça a été une occasion aussi pour le renforcement de nos capacités et pour introduire ces thèmes qui étaient utiles pour nous et sur lesquels on voulait avoir un débat et avoir à partager l'expérience d'autres pays. Mohamed Ahmed, est-ce que vous pouvez nous présenter les principales actions stratégiques menées par la Banque centrale de Mauritanie dans le domaine de la gestion de ces ressources extérieures? Merci beaucoup, merci pour cet accueil et ce focus sur la gestion des réserves extérieures. Comme vous le connaissez bien, les dernières années ont été marquées par beaucoup de bouleversements sur la scène internationale, ce qui a causé beaucoup de volatilité sur les marchés. D'un autre côté, l'accroissement du niveau des réserves de change de la Banque centrale ont ramené la Banque centrale en fin 2022 à adopter une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie est axée principalement sur 2 axes. Un axe purement organisationnel et un axe purement stratégique, dans le sens où l'axe stratégique consiste à adopter un meilleur cadre de gouvernance avec la création du conseil d'investissement qui est composé d'experts ayant une large expérience dans le domaine et une meilleure révision aussi et adaptation des directives d'investissement pour
adapter le niveau de risque des réserves au niveau de rendement espéré. Le deuxième volet, c'est un volet organisationnel qui consiste essentiellement à une nouvelle organisation au sein de la Banque centrale qui a permis la création d'une direction dédiée uniquement à la gestion des réserves extérieures et purement spécialisée dans ce domaine, qui est un domaine qui comporte beaucoup de risques à la fois, mais aussi qui est une source de revenus pour la Banque centrale. Monsieur Siré, ici, c'est la curiosité du journaliste. Quels sont les objectifs pour lesquels un pays détient des réserves de change et les propriétés en termes de gestion des réserves extérieures? Bonsoir, merci pour cette invitation. En fait, en termes de réserves de change, normalement, on a à peu près 4 objectifs pour la détention de réserves de change. Vous avez d'abord tout ce qui est stabilité économique. Donc les réserves aident un pays à maintenir la stabilité économique en permettant au pays de faire face aux chocs imprévus, tout ce qui est crise financière ou tout ce qui est fluctuation des taux de change, donc empêcher tout ce qui est les crises monétaires et aussi assurer la confiance des investisseurs. En termes de commerce international, c'est faciliter tout ce qui est échanges internationaux, donc en aidant le pays à payer tout ce qui est les importations, aussi à rembourser les dettes, la dette étrangère à l'étranger. Donc, ce qui permet de déstabiliser le taux de change. Aussi, vous avez l'objectif en termes de politique monétaire. Donc, en termes de politique monétaire, elles permettent d'influencer les taux de change, soit en achetant des devises ou en les vendant. Ce qui permet une certaine stabilité de la monnaie nationale. Donc, en dernier lieu, on peut parler de tout ce qui est les investissements étrangers. Donc, plus vous avez des réserves, ça permet d'attirer tous les investisseurs étrangers. Et plus votre taille de réserve est grande, plus vous donnez de la confiance aux investisseurs. Parce qu'ils se disent normalement, ce pays a plus de réserves, donc elle garantit, c'est une protection contre leurs investissements. En cas de problème, le pays peut faire face en termes de crise financière, en termes de fluctuation de taux de change. En 2 mots, on peut dire que l'objectif principal, c'est la stabilité économique et la stabilité financière, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est hyper connecté, ou qui est aussi axé sur le commerce international. En partant du principe que la Banque centrale, c'est le banquier des banquiers, quels sont un peu les rapports de la banque avec les banques commerciales? Est-ce que vous mettez à leur disposition les fonds dont ils ont envie pour libérer les clients désireux de payer leurs importations, de voyager à l'étranger? Oui, depuis le début de l'année 2022, quand même, la Banque centrale a mis une stratégie qui permet d'assigner déjà le bilan des banques mauritaniennes par rapport à leurs correspondants étrangers. Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a satisfait toutes les demandes cumulées de 2021 et de 2022 en termes de devises. Et aujourd'hui, on continue aussi à satisfaire le marché local, qui est géré au sein de la Banque centrale. Donc, et aussi, on a mis en place aujourd'hui le marché de change interbancaire, normalement qui débute dans les prochains jours. Aussi, ce qu'on a fait aussi, c'est en même temps, on a mis en place une surveillance de l'utilisation des devises qu'on donne aux banques primaires. Donc aujourd'hui, on peut dire que le marché est quasi, je ne vais pas dire qu'il est satisfait à 100%, mais quand même, on arrive quand même à satisfaire toutes les demandes qui ont été quand même présentées au sein de la Banque centrale, dont on a quand même les éléments de preuve que ça sert à payer les importations de nos commerçants aussi, et du public. Puisque dans des pays voisins, Monsieur le Directeur, ce n'est pas le cas. C'est pour quand cette opération qui va consister ou permettre à ces banques de travailler entre elles indépendamment et loin du monopole de la Banque centrale de Mauritanie? Vous avez bien raison, c'est un objectif, la convertibilité de la monnaie est un objectif auquel aspirent toutes les économies ouvertes comme la nôtre. Mais il faut bien le préparer. Je pense qu'au cours des 2 dernières années, la Banque centrale a fourni, comme l'a expliqué mon collègue Siré, un effort immense pour tout d'abord assainir
les arriérés que les banques présentaient auprès de leurs correspondants, aujourd'hui les banques sont dans une très bonne position comparée à ce qu'elles étaient il y a de ça 2 ou 3 ans. Elles ne présentent pas d'arriérés vis-à-vis de l'étranger et leurs correspondants commencent à avoir réellement confiance en la place de Nouakchott. C'est-à-dire, maintenant, la vraie réforme, ça va être un marché interbancaire que la Banque centrale est en train de mettre en place. Une des premières étapes a été de libéraliser les recettes d'exportation pour permettre aux banques de recevoir des recettes d'exportation d'une bonne partie des secteurs et leur permettre ensuite, sur une plateforme technique, la BCM a déjà choisi le Refinitiv comme plateforme pour cela, et donc le projet est assez bien avancé. On parle de quelques semaines, pas de quelques mois, pour le lancement de cette plateforme. Et donc ce sera une grande transformation. Et c'est pour quand la libéralisation? C'est bientôt? Je vous dis que on compte maintenant le lancement de ce marché interbancaire de devises. La date elle est attendue dans quelques semaines, pas dans quelques mois. Donc les préparatifs sont déjà assez bien avancés. Allez-y. En quelque sorte, la plateforme va permettre aux banques d'échanger des devises entre elles. Donc la Banque centrale va juste être là en cas de manque de liquidité du marché. Donc elle ne va plus jouer ce rôle de fournisseur de devises aux banques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un marché de change, c'est la Banque centrale qui sert de robinet au marché. Donc demain, on aura les banques qui vont s'échanger entre elles, et la Banque centrale sera, en cas de manque de liquidité sur le marché, elle va faire des éducations pour pouvoir quand même faire en sorte que le marché fonctionne. Donc là, comme dit le DG, donc normalement c'est dans quelques semaines que tout sera fait. Tant mieux. Je voulais juste préciser qu'on est en discussion à bâton rompu. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment si vous voulez compléter l'un de vos collègues. On parlera plutôt de l'inclusion financière. Qu'est-ce que c'est que d'abord l'inclusion financière et qu'est-ce que la Banque centrale de Mauritanie a fait dans ce secteur? Merci infiniment pour cette question et pour l'invitation ce soir. Je salue vos efforts pour inclure aussi la BCM dans cette émission très réussie. Et pour demander en fait les nouvelles réformes, en tout cas en termes d'inclusion financière. Donc on était passé il y a quelques mois où on venait de terminer les diagnostics de l'inclusion financière et la structure de gouvernance. Et donc j'avais le plaisir de vous annoncer... C'était à quelle occasion? La commémoration de l'Ouïa? Tout à fait. Le lancement du billet de 50? De 50, tout à Allez-y, fait. Et donc là aujourd'hui je suis assez ravie d'être invitée de votre émission pour vous annoncer que ce qu'on vous a promis il y a quelques mois est tenu. Donc on vous avait dit qu'on était en train de travailler sur la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est un document très important. Je rappelle quand même c'est quoi l'inclusion financière et c'est quoi une stratégie et pourquoi c'est important dans le cas de notre pays. Donc l'inclusion financière, c'est donner à une population, l'ensemble de la population, y compris les plus vulnérables, un accès à un compte, à un financement, à une assurance ou à un moyen de paiement pour réaliser des opérations. Et donc, aujourd'hui, nous avons un taux d'inclusion financière qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions, parce que nous sommes aux alentours de 20, entre 20 et 25, sachant que l'inclusion financière permet énormément d'ouverture et d'avancement à nos populations. Elle permet... En fait, elle a beaucoup de vertus et parmi ces vertus, un développement économique et social à cette population qui sont en général des populations cibles, en particulier les femmes, les jeunes, les petites entreprises, les personnes réfugiées, etc. Et donc, l'ensemble des pays sont intéressés et focalisés aujourd'hui sur le développement de l'inclusion financière
en raison de son lien avec la stabilité financière et en raison aussi de son lien avec le développement économique et social de ces populations. Et donc, ça, c'est l'inclusion financière. Alors, pourquoi une stratégie d'inclusion financière? En fait, une stratégie d'inclusion financière, c'est un document formel, écrit par un pays pour augmenter d'une façon sensible le taux d'inclusion financière. Donc, en général, c'est la Banque centrale ou le ministère des Finances pour 30% des cas d'après le benchmark qu'on a fait. 70%, c'est la Banque centrale qui met en place ce document dans le but de développer l'inclusion financière. Ça permet à ces populations qui sont nos cibles et qui sont chères à nos cœurs d'avoir accès à ces services financiers numériques, ce qui leur permet de gagner de l'argent et de se déplacer moins quand ce n'est pas nécessaire. Et donc, quand on parle d'inclusion financière, on a des banques déjà qui sont très actives, qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Nous savons qu'il est quasiment impossible que l'offre bancaire couvre l'ensemble du territoire mauritanien, parce que nous avons un vaste territoire et que les banques ont des coûts inhérents à leur activité et des structures qui ne peuvent pas atteindre l'ensemble du territoire. Donc, nous étions dans l'obligation de penser à comment développer les services financiers numériques pour que l'atteinte de l'ensemble du territoire soit envisageable pour les bénéfices de ces populations cibles. Donc, ça c'est pour l'offre. Donc l'offre bancaire ou l'offre des services financiers. Concernant la demande c'est quelque chose aussi qui est cher à nos cœurs, parce qu'aujourd'hui il y a déjà une offre qui est possible et qui peut être utilisée par plusieurs segments de nos populations. Il n'en reste pas moins que, d'après les études que nous avons réalisées à ce jour, nous avons un certain nombre de personnes qui ne s'intéressent pas à cette offre pour des raisons de connaissance ou d'éducation financière. C'est pour cela qu'en parallèle de la stratégie nationale d'inclusion financière, la Banque centrale a développé également une stratégie nationale d'éducation financière pour développer les connaissances des populations en utilisant des langages qui sont compréhensibles en langue nationale, l'ensemble des capsules qui vont être utilisées, et ce qui permet d'augmenter les connaissances, de sensibiliser les populations à l'offre existante, mais aussi de mieux les protéger en les sensibilisant sur les risques que peut présenter les services financiers numériques. Là, je vais revenir à vous. Vous avez pratiquement fait le tour de tous les problèmes qui se posent au niveau et des solutions au niveau de l'inclusion financière. Moudir, pour en revenir au forum, qui est notre actualité ce soir, en quoi consiste la coopération entre la Banque centrale de Mauritanie et la Banque mondiale, particulièrement quand il s'agit des réserves extérieures? Je vous remercie. La Banque mondiale, depuis une bonne quinzaine d'années, a lancé un programme qu'elle appelle RAMP. C'est un programme qui donne un conseil, il s'appelle ça Reserve Advisory and Management Program. Ce programme, il est composé de 3 volets essentiels. Le premier consiste en un mandat de gestion. Chaque pays membre de ce programme, il donne mandat à la Banque centrale, à la Banque mondiale plutôt, pour gérer un portefeuille. Dans notre cas, c'est un portefeuille de 150 millions de dollars, indexé sur un benchmark. Et ça nous permet de pouvoir apprendre de cette expérience en suivant le type de management que la Banque mondiale applique à ce portefeuille sous mandat de gestion. Le deuxième volet de cette coopération, c'est l'assistance technique. Vous avez suivi la semaine dernière le séminaire régional que nous avons organisé au niveau de la Banque centrale. Mais la Banque mondiale offre chaque année aux pays membres de ce programme une série de formations de haut niveau qui permettent aux cadres de la Banque centrale de bénéficier d'une expertise dans des domaines pointus comme
l'allocation stratégique des avoirs, comme le choix des benchmarks, comme des thèmes très techniques et sur lesquels nous profitons d'une expertise pointue. Le troisième volet concerne le conseil. Quand vous essayez d'éditer une politique de placement, de mettre en place une stratégie d'investissement, vous avez besoin de conseils. Donc la Banque mondiale, dans le cadre du programme de RAMP, elle fournit ce conseil. Et donc ça nous a aidé depuis quelques années à pouvoir réaliser, de construire et de renforcer nos capacités dans ce domaine. Ahmed, nous savons que le rendement est lié en général au niveau du risque. Dans quelle mesure ces résultats ont-ils influencé le niveau de sécurité des avoirs de la Banque centrale de Mauritanie? Alors, merci pour la question. Tout à fait. C'est tout ce que le rendement est une fonction croissante en fonction du risque encouru et de l'horizon temporel de l'investissement. Mais je me dois de rappeler que les réserves de change, que ce sont l'ensemble des avoirs libellés en devises étrangères détenus par une banque centrale et qui ont pour objectif premier d'assurer la liquidité du marché, de change. Et donc le premier objectif stratégique, c'est d'assurer la sécurité de ces avoirs. Alors, juste pour répondre à la question, la stratégie adoptée par la Banque centrale en 2022 a consisté d'abord à assurer la sécurité, une meilleure sécurité des avoirs qu'auparavant. Je m'explique. La stratégie adoptée est celle tirée de Markovitch, des enseignements de Markovitch, qui consiste à dire moins de corrélation entre les actifs équivaut à une diminution du risque. En langage courant, c'est éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, les actifs détenus par la Banque centrale et investis à l'étranger sont représentés à 45% par des titres souverains, contre 50% en dépôt auprès de banques financières, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les dépôts représentaient la majeure partie, et donc la fluctuation des taux de rendement ou le défaut de paiement d'une banque commerciale à l'étranger pouvait s'avérer dangereux pour le risque de contrepartie au niveau de la Banque centrale. Donc la stratégie adoptée en 2022, comme je l'ai dit auparavant, consistait d'abord à assurer une meilleure diversification des actifs plus sûrs, un horizon temporel d'investissement qui répond plus aux objectifs stratégiques de liquidité de marché du change et de paiement et de règlement de la dette extérieure, et ce qui s'est traduit comme étant une stratégie gagnante vu les résultats dégagés en fin 2022 et jusqu'à maintenant en 2023. Cyril, la stabilité des prix est la principale mission, on le sait tous, de la Banque centrale. Quel rôle jouent les réserves extérieures dans cette action? C'est vrai que la principale mission de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. Donc, et au niveau ce qu'on suit au niveau de la Banque centrale, c'est les fluctuations du taux de change, et aussi on regarde beaucoup la liquidité du marché de change actuel. Donc en fonction des fluctuations, si on voit qu'il y a une fluctuation assez importante ou un manque de liquidité, donc là on peut utiliser toute la partie, les réserves de change pour faire soit une vente en devise, pour nous permettre quand même de défendre un peu notre monnaie nationale vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro. Là, vos collègues mettent en avance le plus souvent les restructurations de la Banque centrale de Mauritanie. On a parlé de quelques-uns ou quelques-unes d'entre elles. Est-ce qu'il y a des projets phares qui mériteraient vraiment d'être déroulés ce soir devant nos téléspectateurs au niveau de la Banque centrale? Alors, je vous remercie pour cette question. C'est vraiment une question qu'il serait quand même important d'y répondre ici. En effet, le plus grand projet cette année, depuis l'année dernière, de la Banque centrale, c'est l'homme. C'est l'agent de la Banque centrale.
c'est vrai que le fait d'améliorer ses conditions de vie, d'améliorer de lui donner ses droits, de le former, de lui permettre de partager son expérience avec les autres banques centrales, avec les organismes externes, c'est quelque chose de vital parce que le meilleur investissement est le capital humain. Et donc vous avez sans doute, enfin peut-être en tout cas, fait un passage à la Banque centrale depuis l'année dernière. Ce n'est plus la Banque centrale qu'on connaissait il y a quelques années. Donc c'est une banque centrale qui est dynamique, c'est un personnel qui a envie de travailler, qui est présent, qui a cette joie de servir chacun à sa place la mission qui est celle de la Banque centrale. Donc, au-delà... Particulièrement pour ce qui est des outils de travail. Tout à fait, j'y viens. Donc, la réhabilitation également, puisque je le disais que c'est un bâtiment qui datait des années 60 du Tout à fait. Ouais. Ça fait partie en fait des conditions de vie et en fait de l'environnement dans lequel travaille une personne. Et c'est vrai que la qualité de l'environnement est importante pour un meilleur rendement. Donc ensuite, aujourd'hui, il n'y a pas une seule direction générale à la Banque centrale qui n'a pas un projet qui est au centre de son activité. Et chaque personne est impliquée et responsabilisée à la hauteur de ses compétences et de ses connaissances. Et donc parmi ces projets, je peux par exemple vous annoncer, donc vous avez parlé du marché de change qui est un projet extrêmement ambitieux qui est sur la fin et que d'autres pays ont mis plusieurs années pour y aboutir. On peut citer le Maroc, il a mis 10 ans, on peut citer d'autres pays qui ont mis énormément de temps. La Banque centrale de Mauritanie est en train de finaliser son projet en si peu de temps, ce qui montre quand même une motivation et ce qui montre une nouvelle organisation et un investissement dans l'homme qui paye. Donc l'ATS et CSD, on en a parlé, qui est l'infrastructure financière, le projet important pour l'ensemble des institutions. On peut citer le CBS, qui est le système national, qui est le système, de la Banque centrale. On peut citer l'IFRS, qui est un projet aussi important qui permet d'implémenter les normes comptables internationales. On a les différents projets de l'inclusion financière dont on a parlé longuement la dernière fois. Cette fois-ci, on les a abordés, mais c'est qu'un volet parce que c'est plusieurs étapes et c'est plusieurs stratégies qu'il faudrait mettre en place et réaliser pour qu'on soit au même niveau que les pays voisins. Il y a aussi un projet global de la banque qui est la stratégie globale qui inclut l'ensemble des différents secteurs et dans laquelle il y a une vision et une ambition pour chaque équipe dans son domaine de faire des réalisations phares. Il y a eu aussi il n'y a pas longtemps un séminaire sur la gouvernance, un échange entre la Banque centrale, la supervision et les banques. C'était un séminaire notable qui a été félicité et qui est très important. Il y a eu la mise en place de la sécurité au niveau de la Banque centrale, de son système d'information. C'est quelque chose d'important parce qu'on est quand même sur des choses extrêmement sensibles et critiques. Il y a des avancées importantes dans le domaine de la politique monétaire, dans la politique des statistiques monétaires, dans le domaine de la balance de paiement, mais il y a surtout une banque centrale qui est fière, qui regarde les autres, et la coopération avec les autres banques centrales et avec les organismes extérieurs et avec les partenaires n'a jamais été aussi développée que ce jour. Et donc, nous échangeons aujourd'hui, chacun selon son domaine, avec des experts qui peuvent venir de plusieurs banques centrales pour bénéficier de leurs expériences quand ils sont en avance, mais aussi pour partager notre expérience parce qu'on est en avance sur plusieurs domaines, dont les domaines dont on échange ce soir, qui sont quand même des domaines qui font partie du métier d'une banque centrale et qui sont extrêmement importants. Donc oui, il y a plusieurs projets. Il y a aussi le projet de l'homme dans lequel la Banque centrale a énormément investi et ça s'avère un investissement rentable parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui progressent assez rapidement et c'est pour notre plus grande fierté et plaisir. DG, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? En deux mots par rapport à ce que vient de dire ma collègue,
En quelque sorte, on va passer d'une banque centrale qui était basée sur tout ce qui est manuel. Donc, toutes nos procédures étaient manuelles, que ce soit le marché de change, le marché monétaire, les règlements. Et demain, on va passer à une banque centrale qui sera complètement automatisée. D'où le projet du marché de change. Donc, on va automatiser le marché de change qui va se faire hors de la banque centrale. Le système informatique. Le marché monétaire qui sera complètement automatisé aussi dans quelques semaines par rapport aussi au marché de change qui va être lancé. L'ATS, ça va être pareil. Le core banking. Donc, on va changer toutes nos procédures. Donc, on passe vraiment d'une banque centrale manuelle à une banque centrale complètement automatisée qui va répondre aux normes internationales. Parce qu'aujourd'hui, quasiment, si on regarde, on est un peu à la traîne par rapport aux autres banques centrales. Quand on visite les autres banques centrales, on voit que tous les systèmes sont quasiment automatisés. Alors que nous, on reste encore sur nos fichiers Excel, sur nos fichiers. On est vraiment manuel, donc ça augmente le risque opérationnel. Et aujourd'hui, ce qu'a fait monsieur le gouverneur, c'est vraiment de dire, OK, d'accord, maintenant on va essayer de s'adapter. On va essayer de rattraper les autres banques centrales. On avait des projets qui étaient là, qui dormaient. On les a tous relantés pour automatiser notre banque centrale. Donc en espérant que 2024, on aura une nouvelle banque centrale au sein de la Mauritanie. Espérons-le. DG Bouna Kerkoub, je précise que le gouverneur, lors du lancement de ce forum, avait annoncé des résultats inédits en termes de rendement, qui est passé de 2,5 millions de dollars en 2021 à 24 millions de dollars en 2022 et on s'approcherait des 80 millions de dollars. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette efficacité et comment l'expliquez-vous? Très bien. Je vous remercie. Mais avant de passer à la réponse de cette question, je compléterai ce que disait Cyril là tantôt, puisque en fait, il y a eu plusieurs projets structurants que la Banque centrale est en train de mener actuellement. Et pour les synthétiser, c'est le passage aux standards internationaux. Réellement, nous étions en retard par rapport aux standards, que ce soit au niveau de la politique monétaire, pour ne citer que les grands chantiers. La politique monétaire n'était pas du tout, n'avait absolument rien à voir avec ce qu'est la politique monétaire d'une banque centrale. Le marché de change, surtout au niveau de Haïti, vraiment le système de la banque centrale était loin à la traîne. Donc il y a de très grands projets que l'Inde a cités, les RTGS, ça c'est important, c'est quand même extrêmement important. L'ATS, le CSD, ça c'est des projets qui vont permettre à ce que la compensation puisse être réalisée, à ce que le marché monétaire puisse être automatisé, à ce que les paiements deviendraient instantanés. Et la plupart des banques centrales, y compris en Afrique, dans notre environnement, ont déjà réalisé ces projets depuis 10 ans ou plus. Donc c'est important de souligner qu'actuellement, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et que nous espérons dans le court moyen terme à ce qu'il y ait réellement une grande transformation au niveau de la banque. Maintenant, revenons à à votre question sur les résultats. Vous avez bien raison, le gouverneur avait cité lors de son discours d'ouverture du séminaire les résultats, les chiffres que vous venez d'annoncer. Exceptionnels. Nous sommes passés de 2 millions en 2021, alors que nos réserves étaient à ce moment-là de 2 milliards, à 24 millions de dollars en 2022. Et puis, l'objectif que l'on essaie d'atteindre maintenant est de 80 millions de dollars le 31 décembre 2023. Donc, c'est exceptionnel. Il y a eu trois grandes raisons pour expliquer cela. Tout d'abord, au niveau de la gouvernance, il y a eu un changement de gouvernance qui a eu deux effets positifs et vertueux pour la gestion des réserves extérieures. Il a été créé un conseil d'investissement présidé par M. le gouverneur. Cette structure a permis tout d'abord d'alléger, de faciliter la prise de décision, parce que le premier responsable est impliqué lui-même dans la gestion quotidienne des réserves. Donc une facilité à prendre des décisions. Vous savez bien que sur les marchés financiers, vous avez parfois une décision à prendre dans quelques secondes. Sinon, donc la lenteur au niveau de la Banque centrale, c'est un obstacle majeur. Deuxièmement, ça a permis de consolider la sécurité, comme avait souligné mon collègue David Ahmed. On a eu à investir plus dans des titres de valeur
de haute qualité, triple A ou double A, et nous avons diminué les risques d'expulsion aux banques commerciales. Ça, c'est deux piliers majeurs. Et puis, nous avons une politique agile qui a permis à ce que l'on saisisse à chaque fois les opportunités qui se présentent avec le relèvement des taux. Il y a eu une succession de relèvements des taux, que ce soit au niveau du dollar ou au niveau de l'euro, et nous étions bien préparés pour saisir ces opportunités à chaque fois. Et vous savez bien le dilemme qui se pose aux gestionnaires des réserves extérieures ou aux gestionnaires de portefeuille de façon globale, c'est que, surtout dans des périodes de volatilité très intenses, telles que celles que nous vivons actuellement, vous êtes dans un dilemme. Vous ne savez pas choisir le court terme ou le moyen terme. Le court terme, si vous pariez à ce que les taux vont baisser, alors vous allez acheter des titres qui sont longue maturité pour sécuriser des revenus. Maintenant, si vous pariez à ce que les taux vont monter, vous serez sur une position de court terme pour essayer de profiter à chaque fois des relèvements des taux quand ce sera arrivé. Donc nous avons adopté une stratégie qui s'est avérée pertinente et qui a permis de réaliser ces objectifs. Allez-y. Juste pour compléter ce que vient de dire le DG, qui est assez complet, mais je voulais juste rajouter que la raison principale, comme vient de l'évoquer le directeur général, c'est le positionnement par rapport aux décisions. Il faut savoir que sur les marchés financiers, ce n'est pas le constat qui est important, ce n'est pas l'information financière qui est importante. Le plus important, c'est l'interprétation de cette information. Il fonctionne par anticipation. Aujourd'hui, on parle d'une baisse du dollar ou une hausse du dollar par rapport à des circonstances futures. Et donc, le positionnement par rapport à ces interprétations de marché était très lourd à un moment donné avant la création du conseil d'investissement, puisqu'il demandait une certaine décision du top management. Et là, le top management est impliqué directement, voire au quotidien et au moment de la prise de décision, elle est faite à l'immédiat, ce qui permet de ne pas rater l'évolution et la croissance des taux. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut savoir aussi que la volatilité est pour autant une source de risque, mais également une source de revenus. Donc la bonne gestion de la prise de position de nos investissements par rapport à cette volatilité, c'est ce qui explique les résultats de nos jours. Et comme je viens de l'expliquer auparavant, avec un niveau de sécurité meilleur qu'auparavant. Donc un niveau de réserve plus bas, un niveau de sécurité meilleur et un rendement meilleur. On ne peut pas rêver mieux. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien qu'il y a entre les réserves extérieures et la souveraineté monétaire? D'accord, merci. Alors, on vient de dire au début de ce plateau que les réserves de change, c'est l'ensemble des devises que détient l'autorité monétaire. Exactement. Donc l'objectif de ces devises, c'est d'assurer le règlement des transactions courantes, c'est-à-dire les importations, de régler la dette souveraine, la dette de l'État à l'extérieur, et de soutenir la monnaie nationale en cas de choc. Donc l'intervention ou l'importance de ces réserves en termes de souveraineté nationale ou monétaire, c'est par rapport aux deux derniers points. C'est-à-dire, je m'explique. Quand un État fait défaut sur la place internationale en termes de solvabilité, ça a un impact direct sur l'enchérissement du coût de la dette, d'une part, pour cet État, et un deuxième point qui peut aller jusqu'à plus loin, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir des sources de financement. Donc, ces réserves servent à régler la dette de l'État et garder une bonne image et une meilleure notation des risques auprès de contreparties externes. Le deuxième point, c'est en termes de soutien de l'OUGIA face au choc exogène. Quand il y a une inflation dans les autres continents et dans les autres pays qui sont source de nos importations, origine de nos importations, il faut soutenir la monnaie nationale. Ce soutien se fait, entre autres, par l'intervention de la Banque centrale sur le marché de change via ses réserves de change. Est-ce que les ressources de notre sous-sol, et je donnerai à titre d'exemple l'or, ne fait pas partie de ces réserves de change? Et
Vous avez bien raison de penser à l'or. Je vous ai entendu parler de la devise, de la... Une valeur refuge, une valeur intimement liée à la valeur des monnaies. Mais en fait, tant qu'il est dans le sol, il ne représente pas de réserve. Il n'existe pas. Quand il est exploité, vous êtes la quand Banque il est centrale raffiné, est seule à avoir le monopole d'acheter et de vendre ça a été une période, mais effectivement, ça a des inconvénients majeurs, puisqu'en fait, les opérations d'achat d'or sont source d'inflation. Parce que quand la Banque centrale achète de l'or, elle crée de la monnaie. Et donc, c'était très inflationniste. Mais de toute façon, l'effet de l'or, s'il est exporté, il va générer des recettes en devises et il va soutenir les réserves extérieures. Il y a des banques centrales dans le monde qui choisissent de constituer des réserves en or, mais pour les constituer, il faut être prudent et il faut faire de sorte à ce que ce ne soit pas une source d'inflation. Et qu'en est-il des liens que la BCM entretient avec les banques islamiques, d'autant plus que depuis quelques années, elle commence déjà à pousser un peu partout. Tout à fait. Le secteur bancaire actuellement commence réellement dans notre paysage. Il commence à y avoir une présence réelle et je dirais forte des banques islamiques. Pas uniquement par leur nombre, mais par la taille de leur dépôt, par la taille de leur crédit, par leur présence réellement dans le business. Et donc la Banque centrale je vous ai dit qu'au niveau du séminaire, nous avons introduit la finance islamique, bien que ce n'est pas un thème que la Banque mondiale allait ajouter à ce séminaire. Et nous avons invité des experts dans ce domaine, dans ce but. La Banque centrale a un projet encore plus ambitieux dans ce domaine. Nous avons, avec la Banque islamique de développement, un projet d'assistance technique pour mettre en place la réglementation nécessaire pour que ce soit au niveau de la supervision bancaire, que ce soit au niveau de la politique monétaire, ou que ce soit au niveau de l'inclusion financière. Nous avons un projet d'assistance technique avec la Banque mondiale et nous espérons que bientôt la convention entre la Banque islamique de Mauritanie, la Banque centrale de Mauritanie et la BID sera signée bientôt. Espérons-le. Juste pour un peu compléter monsieur Kirkhope, c'est que je pense que la Banque centrale à un moment donné a été un peu en retard sur la finance islamique par rapport aux banques, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on était tellement focalisé sur la finance classique, alors que les banques étaient plus sur la finance islamique. On a des banques aujourd'hui, si on regarde la première banque du pays est une banque islamique, et quasiment toutes les banques ont une fenêtre islamique, donc ce qui fait qu'à un moment donné, on était complètement dépassé. On avait beaucoup d'instruments en termes de politique monétaire sur les banques classiques, mais on n'en avait pas sur les banques islamiques. Donc, ce qui fait fin 2022, donc on a créé le premier instrument pour gérer l'excédent de trésorerie des banques islamiques, donc qui est aujourd'hui qui est devenu l'instrument le plus actif et qui amasse le plus de volume en termes monétaires au niveau de la Banque centrale. On a d'autres projets, c'est vraiment de mettre en place aussi un marché interbancaire islamique, entre les banques islamiques. Aujourd'hui, on en a un pour les banques classiques, mais malheureusement, on n'en a pas encore sur les banques islamiques. Donc, c'est notre projet pour 2024, c'est de faire en sorte d'avoir un même traitement entre les banques classiques et les banques islamiques, pour qu'il n'y ait pas cette différence de niveau. Je voulais juste ajouter un mot là-dessus. Pour revenir à l'inclusion financière, je voulais dire que la finance islamique aussi a été un levier pour le développement de l'inclusion financière dans les autres pays, en particulier les pays en majorité musulmane ou islamique à 100%. Parmi les raisons qui empêchent une bonne partie de notre population de faire appel aux services financiers numériques aussi, c'est que l'une des raisons qui pousse ces populations à aller vers les banques, c'est pour avoir sur le court terme ou le long terme un financement, et que pour des raisons religieuses, si ces financements n'étaient pas sur les bases, en tout cas c'est pas un financement islamique, ils n'intéressaient pas ces populations, et donc de ce fait elles n'étaient pas intéressées tout court par l'offre bancaire, et comme c'était la seule offre, elles étaient exclues financièrement. Je voulais juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est que vous pouvez le voir, nous sommes des équipes, chacun il sert son domaine,
mais nous sommes un service public et donc nos cibles finaux, quel que soit le rôle que nous jouons, sont les populations vulnérables, les populations qui ont le plus besoin de nous. Si mes collègues interviennent sur le taux de change, c'est pour que les prix ne soient pas très chers. Donc la stabilité des prix, la stabilité monétaire, la stabilité financière, toutes les missions se rejoignent sur un objectif principal, c'est que l'inflation reste à un niveau acceptable et abordable par les populations, mais servir ces populations aussi, leur rendre la vie plus facile, que ce soit en leur offrant une possibilité de réaliser des transactions sans se déplacer, sans prendre des risques, que ce soit en leur expliquant l'offre financière, ce que ça permet de faire et en quoi elle est utile et quels sont les dangers pour leur propre sécurité. Toutes les missions se rejoignent. Donc aujourd'hui, on a un taux d'inflation de 3%, ça fait rêver tous les pays. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose quand même de notable et c'est un effort extrêmement important qui a été fait par la Banque centrale pour y arriver. Pourquoi le taux d'inflation est important? Parce que si on a une inflation très importante, vous savez, les populations qui gagnent peu ne peuvent plus acheter et en fait, voilà, on perd de la valeur et on peut plus. En fait, on les dit tout le temps parce qu'il y a un taux d'inflation. C'est pas mon domaine, mais il y a un taux en général qui est bon, qui est aux alentours de, on va dire, 2%. Et en fait, annuellement, on connaît tous que la valeur des 10 000 oublias il y a 10 ans n'est plus la même aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un taux qui est fixe, qui s'ajoute chaque année, ce qui fait que l'argent il y a 10 ans vaut moins que l'argent aujourd'hui. Cependant, quand ce taux est très élevé, il peut représenter un vrai danger pour la population et c'est l'un des points très importants et très sérieux qui est pris à la Banque centrale. Et donc, nous voyons, notre rôle, c'est de servir la population et c'est l'un de nos objectifs. Je reviens juste sur l'inclusion financière pour dire qu'il y a des efforts qui ont été faits là-dessus. Pourquoi on le fait? Parce que on s'inscrit en tant que Banque centrale dans une stratégie globale de l'État, la SCAP en l'occurrence, dont l'un des piliers est de développer un secteur financier résilient et inclusif. Et donc cette mission a été donnée à la Banque centrale et donc la Banque centrale la prend extrêmement au sérieux et a tout mis en œuvre pour répondre à cette mission dans les délais. Cyril, la question du change a toujours été considérée comme primordiale par les opérateurs, à juste titre d'ailleurs. Quels sont les changements dans ce domaine? C'est vrai que tout d'abord, on est un pays, la Mauritanie c'est un pays importateur, donc ce qui fait que le change reste vraiment la question centrale pour nos commerçants. Donc la Banque centrale a mis en place depuis 2022 quand même, je vais dire, 4 points. 1, assainir donc la position extérieure des banques vis-à-vis des correspondants étrangers. Donc je pense en 2023, on a satisfait tous les montants demandés, toutes les demandes des banques en termes de devises étrangères, donc pour 2021 et pour 2022. Donc on a ramené tout le monde au même, quasiment la demande à zéro. Aujourd'hui, on a un marché de change qui fonctionne au niveau de la Banque centrale, donc on essaie de satisfaire les demandes des opérateurs locaux. Et la troisième, c'est la mise en place d'un marché de change interbancaire, dont on a parlé déjà précédemment, donc qui verra le jour dans les prochaines semaines. Et je pense que ça sera peut-être l'occasion d'inviter la direction concernée pour avoir plus de détails là-dessus. Donc, qui va permettre aux banques de pouvoir négocier directement sans passer par la Banque centrale. La quatrième chose qu'on a faite, c'est de surveiller l'utilisation des devises qu'on vendait aux différentes banques pour s'assurer que ça servait vraiment aux importations de nos commerçants. J'aurais aimé qu'on
rallonge un peu cette émission, mais le temps qui lui est imparti est arrivé pratiquement à sa fin. Les caméramans me font signe qu'il ne reste plus que 2 minutes. Donc je vous donne cette opportunité de dire un dernier mot avant de clôturer. Je vais dire un mot sur le thème de notre séminaire et puis dire à quel point les réserves de change sont extrêmement importantes pour la souveraineté d'un pays tout court et la souveraineté monétaire de façon précise. Un pays comme le nôtre, qui a une économie encore en voie de développement, un pays peu peuplé, une petite taille, et qui a sa monnaie propre à lui, a un défi réel pour soutenir sa monnaie. Et le cours de la monnaie, comme l'ont expliqué les collègues, c'est vraiment le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, et dans la défense du cours de change d'une monnaie d'un pays, les réserves de change sont ce que sont les munitions dans une guerre. Donc il faut en avoir et il faut en avoir beaucoup. Et plus le pays détient des réserves de change, plus il est capable de défendre sa monnaie et donc défendre le pouvoir d'achat de ses citoyens. Donc je laisse aux collègues. Alors, très bien. En fait, comme vient de le dire le directeur général, les réserves d'échange, en plus de leur rôle dans la souveraineté nationale de l'État, notamment en termes de règlement de la dette extérieure, de soutien de l'OUGIA, elles représentent aussi la source principale de revenus de la Banque centrale. Et rappelons-nous, une banque centrale a besoin de son autonomie financière pour pouvoir bien exercer son métier de régulateur et de policier de stabilité de prix. Donc, voilà. Donc, la stratégie adoptée aujourd'hui porte ses fruits. Ce n'est que le début, puisque une stratégie n'est jamais une stratégie annuelle, ce n'est jamais sur un an. Donc, notre vision va au-delà de cette année et de l'année prochaine. Nous prenons en considération toutes les évolutions futures du marché. Moi, je vais revenir sur un sujet qui est un peu différent. Oui, mais de façon très court. C'est juste, je vais juste faire appel quand même que le public commence vraiment à s'intéresser à ce que fait la Banque centrale, surtout dans mon domaine en termes de marché monétaire. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici pour vous, pour parler des nouveaux projets sur le marché monétaire et que le public commence à s'intéresser vraiment à ce qu'on fait en termes de marché monétaire, surtout avec le Trésor, avec notre collaboration avec le Trésor. Je l'espère, parce que nous, on a plein de questions. Donc, on sera ravis de revenir pour attendre plus de réponses. Mais on a été pris à contre-pied par le réalisateur. Je voudrais juste rappeler l'importance de l'inclusion financière dans un contexte comme le nôtre. En fait, il est important d'avoir un développement économique et social des populations. Et aujourd'hui, il est inenvisageable d'agir sur ces populations sans les inclure financièrement. Et donc, on ne peut pas proposer à des populations une offre qu'ils ne peuvent pas payer. C'est pour ça qu'il est important de développer des outils et des méthodes qui sont abordables et qui peuvent les intéresser. De même que les petites entreprises. Je rappelle qu'on a besoin de croissance encore, que c'est important. On doit atteindre les 7% de croissance pour pouvoir avancer et que pour avoir cette croissance, je ne vois pas d'autre choix que de s'engager tous ensemble pour une meilleure inclusion financière de toutes les populations. Je vous remercie. Merci à vous également et j'espère qu'on a fait le tour de la question, autant soit peu. Merci à nos invités qui sont M. Boun Hamdi Kerkoub, directeur général des marchés de capitaux, M. Mohamed Ahmed Mamoun, directeur de la gestion des réserves extérieures, M. Siré Si, directeur du marché monétaire, DG MC, et Lal El-Qawth, directrice de la stratégie et de la promotion des moyens de paiement, tous à la Banque centrale de Mauritanie. Merci également à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices et un grand merci à toute l'équipe de la télévision qui a pu réaliser cette émission. Un merci spécial à Sidi Khiyarhom au Nodal
et à la prochaine et très vivement pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Zoom sur. Au revoir.